Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Le Togo a un nouveau visage gouvernemental, nouveau visage, nouvelle politique, nouvelle déclaration de politique générale. Nous faisons l'analyse de cette politique cette semaine avec un député à l'Assemblée nationale qui nous fait l'honneur d'être au plateau. Innocent Kagwara, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes député, donc, comme je le disais tantôt, à l'Assemblée nationale, président de la commission éducation. Vous êtes à la tête d'un parti politique, le PDP, le Parti démocratique panafricain, parti d'opposition, donc représenté à l'Assemblée nationale. C'est ça. Nous allons donc évoquer, analyser la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement, mais d'abord ce gouvernement lui-même. Vous n'êtes pas ministre, M. Kagwara? Non, c'est pas. On n'est pas demandeur. Nous faisons partie de l'opposition, nous jouons notre rôle à l'Assemblée nationale et je pense que pour l'apprentissage de notre démocratie que nous sommes en train de construire, c'est bien que nous continuions pas à jouer notre rôle au Parlement. Nous n'avons pas pu compétir parce que nous avons été injustement éliminés et je pense qu'il y a un vainqueur qui a jugé bon de former son gouvernement. On lui souhaite bonne chance. Vous n'avez pas rêvé à un moment donné de retrouver le fauteuil ministériel? Non. Nous ne sommes pas demandeurs. Nous ne sommes pas demandeurs. Je pense qu'il faut qu'il y ait une séparation pour que chacun puisse jouer son rôle efficacement. Donc, vous faites une belle transition. D'ailleurs, l'opposition n'est pas représentée dans ce gouvernement. Certains, à un moment donné, ont souhaité avoir un gouvernement d'ouverture. Vous pensez que, donc, c'est une bonne option d'écarter l'opposition du gouvernement? Non, mais il revient au vainqueur de voir qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que s'il y a une crise dans le pays et qu'il souhaite que toutes les forces puissent se retrouver dans un creuset et gouverner le pays ensemble, c'est à lui de voir. Soit il fait confiance à sa majorité, puisqu'il est majoritaire, et il fait un gouvernement de compétences. Bon, je pense que c'est ce qu'il a choisi. Et nous allons le juger sur les actes. Pas sur les intentions, mais sur les actes. Mais l'opposition doit être également une force de proposition. Si vous pensez qu'un gouvernement d'ouverture pourrait mieux servir qu'un gouvernement technocrate, vous auriez dû le suggérer. Non, nous avons fait un plaidoyer. Je pense qu'il y a les organisations de la société civile qui sont venues nous rencontrer, WANAP, GFDD. C'était un plaidoyer pour que nous puissions avoir plus de jeunes qui soient représentés dans le gouvernement, plus de femmes, et à des postes de responsabilité. Et nous avons fait 2 tweets qui allaient dans ce sens. C'est pour ça que nous avons félicité la nomination de Madame le Premier ministre Dogbe. Donc ça s'arrête là-bas. Donc c'était pour la promotion de la gente féminine et faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui soient représentés et qui soient à des postes de responsabilité. Mais il serait très difficile que je puisse répondre à cette question parce que c'est le président qui a gagné, qui fait son gouvernement. C'est lui qui sait ce qu'il veut. S'il avait souhaité une ouverture pour que l'ensemble des forces puissent rentrer dans le gouvernement, il l'aurait fait. Donc ce n'était pas l'option de unir qui a gagné les élections. Donc je n'ai pas à me prononcer sur leur stratégie puisqu'ils ont gagné les élections. Je pense qu'ils ont fait un gouvernement de compétences. Tout à l'heure, nous aurons à débattre là-dessus. Nous leur souhaitons bonne chance. Et nous allons jouer notre rôle d'opposition. Donc vous n'êtes ni déçu, ni enthousiasmé, n'étant pas au gouvernement, personnellement? Non, puisque nous ne sommes pas demandeurs. Ils ne sont pas demandeurs. Nous n'avons pas souhaité être dans le gouvernement. Ils ont gagné, ils ont fait leur gouvernement. Mais maintenant, nous allons faire notre opposition au niveau du Parlement. Donc nous attendons les ministres. Un de vos collègues à l'Assemblée nationale a ironisé en disant qu'il préfère rester député parce que c'est un poste juteux. C'est directement qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Oh, non. Être député, c'est pas un poste juteux. Nous avons beaucoup de responsabilités, nos militants. Beaucoup de responsabilités et beaucoup d'indemnités. Non, il n'y a pas beaucoup d'indemnités. Nous sommes les moins payés de la sous-région. Qui vous dit des choses comme ça? Le Togo est tellement petit que des fois, des gens ont des réflexions à la taille du pays. Non, mais il faut qu'on grandisse un peu. Qui vous dit des choses comme ça? Dans d'autres parlements, tous les parlementaires, 4-4, ils sont à 4-5 millions. Ici, nous sommes à combien? Nous sommes les moins payés de la sous-région. Mais vous n'osez pas le dire. Pourquoi on n'ose pas le dire? Vous avez dit pour les autres pays qui sont à 4-5 millions avec des 4-4. Ben, ici, vous pouvez vous renseigner. Non, mais ce n'est pas un secret. C'est vous qui avez donné les renseignements. Non, vous pouvez vous renseigner, mais ce n'est pas un secret. Mais je ne suis pas venu pour débattre de ça. Mais vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez vous renseigner. Non, soyons sérieux. Arrêtons de dire des choses qui ne sont pas vraies. Au passage, ceux qui disent des choses comme ça, mais quand ils en profitent, ils ne parlent pas. Ils se taisent. Pendant de longues années, ils ont profité des avantages
liés à cette fonction, ils n'ont rien dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Vous avez vu quelqu'un parmi eux donner un cahier ou un bic? Non, soyons sérieux. Ce que nous dépensons, ce que l'honorable Tama et moi dépensons chaque mois, ça dépasse nos indemnités de députés. Donc, on n'est pas là-bas. Si demain, il arrivait qu'on ne soit pas au Parlement, nous, on va continuer. Mais ce n'est pas le cas d'une certaine opposition. Puisque c'est ces fonctions-là qui les font vivre. Mais ils n'ont pas d'autres activités. Je pense que pour que nous soyons crédibles, pour que nous soyons sérieux, pour que nous soyons force de proposition, il faut que nous ayons une activité avant de rentrer en politique. La politique ne peut pas constituer notre alpha et oméga. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Mais puisque vous ouvrez cette parenthèse, je vais m'y engouffrer. Vous pensez que la politique fait de la politique aussi? C'est faire des dons, c'est devenir une organisation caritative? Non, mais il y a des gens qui ne font pas de la politique, mais qui sont altruistes, qui sont à la disposition de la population. Oui, mais ce que vous faites, est-ce que c'est pas vous qui donnez le mauvais exemple en tant que député? Vous êtes sur le terrain en train de distribuer stylos, nous travaillons. Non, nous travaillons. C'est ceux qui ne travaillent pas. Non, faire des lois. Nous travaillons. Non, mais nous jouons notre rôle. Venez, prenez la liste des présences au niveau du Parlement. Je vous demande de faire cet exercice-là. Par rapport à l'ancienne législature, c'était des gens qui étaient absents. On les voit au Parlement quand il y a une loi où les gens doivent aller se montrer et puis faire un peu du... en minant, on appelle mazin, c'est tout. Mais ils ne venaient pas. Ils ne venaient pas au Parlement. Ils ne venaient pas. C'est pour ça que nous allons modifier le règlement intérieur. Mais vous y êtes, vous êtes présent, mais on vous entend beaucoup moins que ceux qui y étaient. Non, c'est faux. C'est faux. On nous entend plus. Mais nous ne faisons pas la politique pour que les gens nous aiment, pour faire du sensationnel, pour dire nous sommes les vrais opposants. D'abord, quand vous prenez une opposition, vous n'êtes pas au gouvernement, vous êtes un opposant. Il n'y a pas un vrai ou un faux opposant, c'est un faux débat. On peut être au gouvernement aussi et être opposant, on l'a vu. Mais les gens, moi, je ne dis pas qu'à l'occasion, par exemple, d'une ouverture, il se peut qu'on puisse rentrer au gouvernement et sortir peut-être le prochain gouvernement. Si vous ne rentrez pas au gouvernement, comment est-ce que vous allez apprendre à diriger le pays? Mais l'exercice du gouvernement, par exemple, l'exercice que nous avons depuis que nous sommes au Parlement, comment on aurait pu l'avoir si on n'était pas au Parlement? Mais vous aviez dit tantôt que vous n'étiez pas demandeur. Non, dans ce gouvernement, on n'est pas demandeur, parce que nous voulons jouer notre rôle d'opposant. Mais je dis, dans certains pays comme le Sénégal, des gens sont devenus premiers ministres, ils sont devenus chefs d'État après avoir fait une incursion au gouvernement, après être sortis, une seconde incursion. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a que le Togo où celui qui vous dit qu'il est un vrai opposant, il n'a jamais fait l'exercice du gouvernement. Mais ce n'est pas possible. Mais maintenant qu'ils sont dans la mairie, au moins ils apprennent à gérer la chose publique. Vous savez, avoir des diplômes, ça ne veut pas dire que vous êtes prêt pour le job. Hein. Avoir des diplômes, il n'y a pas de science qui puisse dépasser l'expérience. Il n'y en a pas. Faire, savoir faire, avoir de l'expérience, aucune science. Mais on a vu des hommes politiques être restés longtemps dans l'opposition, mais ils ont pris le pouvoir, ils ont fait leurs preuves, sans expérience. Je ne dis pas le contraire, mais ils ont acquis leur expérience ailleurs. On est d'accord? Dans des institutions. Mais ne rien faire, attendre de prendre le pouvoir pour gérer, ce n'est pas possible. Parce que quand vous serez à l'épreuve du pouvoir, vous allez voir que ce n'est pas aussi évident. Mais vous avez vu la Côte d'Ivoire et la Guinée? Les gens qui donnaient des leçons, ils sont devenus ce qu'ils disaient il y a 10 ans. Quand vous prenez les images, vous les superposez, vous vous rendez compte que c'est le jour et la nuit. Pourquoi? À l'exercice du pouvoir, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand vous exercez, vous commencez par changer votre façon de voir certaines choses. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas aussi évident que ça. C'est quand vous n'avez jamais rien dirigé que vous pensez que tout est noir, tout est blanc. Quand vous avez de l'expérience, soit des fois c'est noir, soit des fois c'est blanc, soit des fois c'est gris. Mais ils dirigent quand même des partis d'opposition, ce n'est pas... Diriger un parti d'opposition, c'est quoi? Diriger un parti... Tout le monde peut créer. Un parti d'opposition qui a une administration, qui a du personnel. Non, vous pouvez avoir de l'expérience dans l'administration. Ce n'est pas ce que je dis. La chose publique, c'est autre chose. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Donc vous voulez dire que beaucoup de vos collègues de l'opposition ne peuvent pas, n'ont pas le profil du job de diriger le pays? Ils ont le profil du job, mais pour être un bon leader, il faut de l'expérience. C'est pour ça, dans nos pays, des fois, il faut accepter d'aller au gouvernement, en ressortir, si vous n'êtes pas d'accord, démissionner si possible. Si on ne vous donne pas les moyens de diriger votre ministère ou les ressources de faire, de réaliser vos projets, vous ressortez.
Donc, mais même en Guinée, vous avez vu dans le camp présidentiel, il y a des gens qui ont démissionné, qui ont dit on n'est plus d'accord avec la manière dont votre vision du pays, donc on démissionne. Même dans la mouvance, des fois dans certains pays. Et ces gens-là sont repartis dans l'opposition. Ou bien vous n'avez pas vu ça? Si. donc Innocent Kabouara, si je comprends bien, votre candidature à la présidentielle de 2020, de février 2020, ça veut dire que vous avez voulu postuler sans avoir l'expérience qu'il faut, puisque à l'époque, vous n'avez pas fait Non, nous avons notre long feu dans l'administration, dans la gestion des choses publiques. Non, mais nous avons notre petite expérience du privé qui pouvait servir. Je vais paraphraser un de mes... quelqu'un que j'aime beaucoup sur le plan économique, mais sur le plan des libertés, un peu moins. Il dit, vous savez, moi, j'ai pas le niveau que vous avez. Mais ce que je sais faire, je sais m'entourer des compétences. Et vous savez de qui il s'agit. Il dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi, mais moi, mon talent, c'est que je sais m'entourer des compétences. Et c'est quelqu'un, on ne vendait pas cher de sa peau, mais qui est en train de réussir son mandat. Pas très loin de chez nous. Vous parlez de talent? Non. Pas très loin de chez nous, c'est tout. Pour revenir à notre sujet, l'ossature du gouvernement, nous avons au total 34 ministres. Le gouvernement est dirigé pour la première fois dans votre pays par une femme, Madame Victoire Sidemero Tomega Dogbe. Quelle est votre appréciation de cette équipe gouvernementale, Innocent Kabouara? D'abord, je tiens à dire que nous avons fait un plaidoyer pour qu'il y ait plus de femmes. Oui, vous le disiez tantôt. Oui, et nous sommes satisfaits quand même de ce que nous avons vu, même si c'est le camp d'en face. Même si c'est le camp d'en face. Maintenant, après, nous allons revenir sur les détails. Donc, nommer une femme à ce poste, je pense que c'est une bonne chose pour notre démocratie. Peu importe tout ce qu'on peut dire sur elle. Peu importe tout ce qu'on peut dire sur elle. C'est une très bonne chose que nous, on puisse faire confiance. Vous avez vu, au niveau de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, elle joue le job. Qu'est-ce que vous avez à dire? Donc, laissez celle-là aussi faire ses preuves. Et après, s'il y a des critiques à faire, nous allons porter les critiques. Donc, moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est une bonne chose. Mais ça, c'est leur politique, c'est leur camp. Peut-être que le chef de l'État a décidé de faire la promotion de la gente féminine et puis des jeunes. D'accord? Au niveau du gouvernement, quand je vois la composition du gouvernement, je vois les différents profils, je vois les différents ministères, je pense que c'est quand même un gouvernement de compétences et un gouvernement de combat. Mais maintenant, tout ce qu'ils ont dit, c'est des intentions. Nous voulons voir des actes. Parce que les Togolais ne mangent pas bien. Et c'est exacerbé surtout par cette crise sanitaire qui a créé une crise économique. Donc il faut qu'au terme de ce mandat, quand même, qu'il puisse avoir un mieux-être. Qu'on puisse dire, voilà, quand vous avez pris, quand on a nommé madame, on était à tel, voilà, par rapport à un certain nombre de critères, voilà là où nous sommes. Et qu'il puisse avoir des améliorations sur l'ensemble de ces critères. C'est ce que nous lui demandons. Il y a certains qui ne comprennent pas cette argumentation, cet enthousiasme, simplement parce qu'on a nommé des femmes. Vous dites que c'est bien. Est-ce que femme, ça signifie forcément moi, ce que je ne comprends, oui, mais ce que je ne comprends pas aussi pour certaines personnes, qu'on ait nommé A, B, C de unir, qu'est-ce que ça pouvait leur faire? Mais pourquoi est-ce que nommer Dogbe serait un problème aussi? Moi, je ne comprends pas. Que ça soit Dogbe, que ça soit quelqu'un d'autre dans Unir, c'est pareil pour moi. C'est leur politique à eux. C'est leur politique. Mais maintenant, sur elle, s'il y a des problèmes, ça c'est autre chose. Mais pourquoi ne pas se réjouir? Parce que quand même, c'est une femme qui a été nommée. Pourquoi ne pas se réjouir pour les gens? On peut se réjouir simplement parce que c'est une femme ou elle a des compétences, parce que elle a déjà fait ses preuves. Mais vous allez me dire que tous ceux qui sont passés par là sont plus compétents que Dogbe? Mais pourquoi est-ce que nous sommes obligés de faire ce débat? Mais c'est le chef de l'État, il a gagné son élection, il nomme qui il veut. Moi, j'ai fait un plaidoyer pour les femmes et les jeunes. C'est pour ça que j'ai félicité l'acte. C'est tout, ça s'arrête là-bas. Je ne suis pas de Unir, je ne connais pas leur politique interne. Ils sont libres de nommer qui ils veulent. Non, mais comment je dis, pourquoi vous n'en êtes pas content? Parce que Mme Dogbe a de l'expérience, elle a commencé sa carrière comme je pense que directrice administrative. Ouais. Ensuite, elle a fait 12 ans de ministère de développement à la base. Oui. Directeur de cabinet pendant 10 ans. Elle a accumulé de l'expérience pour être chef du gouvernement aujourd'hui. Pourquoi on ne met pas l'accent sur sa compétence? Et quand on veut s'en réjouir, on pense qu'elle est femme. C'est les journalistes et c'est des détracteurs. Moi, ce n'est pas moi.
Mais moi, je pense que le débat ne devrait pas être pourquoi Doumbouya, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Non, il faut qu'on arrête ça. Donc, bref. Soyons patriotes. Soyons patriotes, réjouissons-nous pour des Togolais qui le méritent. C'est tout. Ça s'arrête là-bas. Donc, bref, pour vous, nous avons une équipe gouvernementale, vous avez dit de compétences, ça veut dire qu'ils ont, comment on dit, les connaissances et la compétence nécessaires pour relever les défis. Il y a une présomption. Quand vous voyez le CV, il y a quand même une présomption de bien faire. On est d'accord? Il y a une présomption. Quand vous prenez les CV, vous prenez les différents militaires, c'est des gens quand même... Différents ministères. Hein? Oui. C'est des gens quand même qui ont fait des études dans ces domaines. C'est des gens qui ont acquis de l'expérience, que ce soit au Togo ou ailleurs, parce qu'il y a des gens de la diaspora qui sont rentrés. Donc, ils vont mettre ces expériences au service du Togo. Mais quelles sont les forces, vous, quand vous voyez le gouvernement, l'ossature, comme une équipe de foot? Un tiers de femmes. Les femmes, disons qu'on leur donne quand même la gestion des affaires publiques. D'aucuns disent qu'elles sont un peu plus sérieuses et plus efficaces. On attend de voir. Je pense que c'est une équipe où il y a assez de technocrates que nous saluons. Il y a des gens, ils ne sont pas forcément d'unir, mais il y a eu l'opportunité de rentrer dans le gouvernement. Ils sont rentrés dans le gouvernement parce que moi, je ne les ai jamais vus dans unir. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour le moment, il y a une présomption de compétences et de bien faire. Donc, attendons de voir les premiers actes qu'ils vont poser. Parce qu'il y a une feuille de route qui a été expliquée. Il y a maintenant une lettre qui sera envoyée dans chaque ministère pour fixer des objectifs, pour fixer un plan d'action. Il y a une lettre de cadrage qui sera envoyée en fonction du budget et en fonction des actions à mener dans chaque ministère. Et au terme, il y aura un budget. Donc, toutes ces intentions seront traduites en actes par un budget. Et après, on verra bien. Au bout de 100 jours, peut-être qu'on fera le point. 34 ministres, c'était, on trouvait qu'on aurait pu faire beaucoup moins pléthorique. Est-ce que le débat peut être ouvert à ce niveau également? Non, moi je trouve pas que c'est pléthorique, c'est ni plus ni moins. Mais oui, on peut faire des économies. Je pense qu'on a un gros souci au niveau de nos administrations dans certains pays, surtout les pays francophones. Il faut qu'on commence par faire des économies dans la gestion de nos ministères, dans la gestion de... il y a des pays qui ont fermé des ambassades de par le monde, des administrations budgétivores qui ne servent à rien. Il y a des pays, quand vous voyez l'économie que vous pouvez faire sur l'ensemble. Mais moi, pour ce gouvernement, je ne dis pas que c'est trop, parce que ça dépend des objectifs que vous vous êtes fixés. Parce que quand vous faites une équipe, c'est en fonction de ce que vous voulez réaliser. On est d'accord? Si vous trouvez qu'il faut toutes ces personnes pour réaliser vos objectifs, c'est à vous de voir. Mais moi, je trouve pas que... Ça peut être pléthorique pour... Quand nous voyons un peu la crise, on voit un peu nos ressources, on pouvait dire peut-être 20 ou 25 ministres pouvaient suffire. Mais ces ministres-là, c'est qu'ils auraient trop de choses à faire. Par exemple, on aurait pu regrouper peut-être 2 ou 3 ministères, mais est-ce que vous serez efficace? Quand on regroupe la culture, les loisirs, le sport, la jeunesse, est-ce que vous pensez qu'il sera efficace? Parce qu'il faut un ministre délégué ou un secrétaire d'État pour l'aider. Quand on fait la somme de tout ça là, c'est normal qu'on aille à 33, sans compter tout ce qu'on a nommé au cabinet du chef de l'État. On est d'accord? Si. Vous intégrez tout ce qu'on a nommé au cabinet du chef de l'État. C'est ça qui fait 33. Et dans ce gouvernement, il y a quand même quelques ministères qui sautent aux yeux par leur innovation. Ne serait-ce que dans la dénomination. Je prends par exemple le ministère en charge de l'économie bleue. Ouais. Quand on voit ce ministère, il y a quand même une forme de cohérence dans la politique gouvernementale. On a vu avec l'organisation du sommet sur la sécurité maritime. Ensuite, le chef de l'État a mis l'accent sur les opportunités portuaires avec le développement du port autonome de Lomé, qu'il veut voir devenir le hub de l'Afrique de l'Ouest, et ensuite maintenant un ministère de l'économie bleue, un institut au campus de Lomé, un ministère pour développer les métiers liés au domaine maritime. Tout ça, ça paraît cohérent. Oui, ça paraît cohérent. Ça fait partie des ambitions que nous affichons en tant que Togo. Dorénavant, il ne faut pas négliger. C'est toute une économie qui s'organise au niveau du secteur aéroportuaire, surtout portuaire. Donc, c'est de nouveaux métiers qui se créent. Il faut des spécialistes. Celui qu'on a nommé, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Il était à Maïsk. Quelqu'un de très brillant, depuis l'école primaire, secondaire, universitaire. Très jeune aussi, il me semble. Très jeune, mais très brillant. Il faut se réjouir. Parce que c'est votre ami. Oui, mais c'est normal parce que votre ami, ça veut dire que vous le connaissez. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Est-ce qu'il n'est pas brillant? Est-ce qu'il n'est pas brillant? C'est pas le fait qu'il soit ami de quelqu'un. Les Togolais n'ont pas
c'est pas leur préoccupation. Est-ce qu'il n'est pas bon pour ce job? Si, il est bon. Quelqu'un qui est à la tête de Maersk, qui était d'ancien DG de Maersk, qui est à la tête de l'association qu'il a cédé récemment, de l'association des grandes entreprises du Togo, et qui a fait ses compétences et qu'on connaît. Mais pourquoi ne pas lui donner sa chance? Dans d'autres pays, il y a moins que ça et qui sont à des postes de responsabilité. Non, il faut qu'on se réjouisse pour ces gens-là. Alors, pour avoir de bons résultats dans la gestion de l'État, est-ce que c'est de la responsabilité des ministres? Ou alors je repose la question autrement, quelle est la responsabilité des ministres pour conduire efficacement la politique de développement du pays? Il y a les valeurs intrinsèques de la personne, il y a son expérience, il y a le profil du ministère. Tout ça, là, ça concourt à réaliser, à pouvoir atteindre les objectifs que votre chef vous fixe. Si vous n'êtes pas un bon chef d'orchestre ou un bon entraîneur, ça ne va pas marcher, même si vous avez des compétences dans votre ministère. Donc, c'est du leadership qu'il s'agit et il y a des gens qui sont très compétents. Il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas organiser une équipe, mais vous leur donnez un travail, ils vous font un compte-rendu parfait. On est d'accord? Donc, il faut de tout ça là pour que vous puissiez organiser votre ministère pour pouvoir atteindre les objectifs. Et en tant que chef d'un parti d'opposition, comment on se comporte par rapport à des nouveaux ministres? Vous avez passé des coups de fil Oui, pour ceux que je connais. Pour les féliciter oui, vous pouvez envoyer peut-être un SMS. Ou vous écrivez pour les critiquer? Non, je pense que c'est pas maintenant qu'il faut les critiquer, c'est quand chacun va décliner un peu ce qu'il compte faire dans son ministère que nous allons commencer par faire des critiques. Parce que si nous trouvons que ce que vous avez dit, c'est en contradiction avec votre déclaration de politique générale, après vous nous avancez des chiffres que vous ne pouvez pas justifier, nous allons monter au créneau pour dire non, on ne vous croit pas. Sur ça, non, ce n'est pas la politique que vous devez faire. Voilà les bases que vous devez poser pour un développement harmonieux du pays. Nous allons monter au créneau pour critiquer. On est d'accord? Pour le moment, sur les personnes et leurs compétences, vous n'avez pas redit. Moi, personnellement, je souhaite ne pas rentrer dans ce débat. J'ai vu un peu vos plateaux, j'ai vu un peu les journalistes, tout ce qu'on dit sur tel. Il revient à chacun d'interpréter, d'argumenter comme il veut. Mais moi, je trouve que c'est des gens, pour la plupart, quand je vois les CV, des gens qui sont bons pour le job. Maintenant, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Certains ont parlé aussi du contexte général, le contexte dans lequel ce gouvernement est implanté. Pour qu'un plan prospère, il faut être sur un bon terreau. Est-ce que vous pensez que le contexte politique peut permettre à ces technocrates, d'accord, de se déployer comme il faut Le contexte politique, je ne vois pas ce que vous voulez dire par là, mais moi, à mon sens, les élections sont derrière nous. Il y a une nouvelle équipe. Peut-être qu'ils attendaient maîtriser un peu la crise sanitaire avant de mettre un gouvernement en place. Et quand je vois la configuration même du gouvernement, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas la première fois qu'il fait lui-même, qu'il a les coups de franche pour faire son équipe à lui, pour mettre les gens qu'il veut à la place qu'il veut, créer de nouveaux ministères, donner l'ambition? Est-ce que je me pose beaucoup de questions quand je vois la jeunesse, quand je vois comment ça s'est fait les nominations, un directeur de cabinet à la présidence, je vois le profil de la personne, je vois la nouvelle secrétaire générale de la présidence, je vois le nouveau secrétaire général du gouvernement. Je pense que il faut les laisser travailler pendant 1 année ou 2. Déjà, les 100 premiers jours nous donneront une idée. Donc, vous avez la présomption qu'ils n'avaient pas les coups de franche? C'est pas ce que je dis. Mais je dis, quand je vois la manière dont cela est fait, je sens quand même qu'il y a un rajeunissement, que des gens veulent faire les choses autrement, même si c'est le même camp. Donc, vous pensez que cette fois-ci, dans le gouvernement, vous avez senti la patte Fronia Singwe? Je pense qu'à travers quand même ces nominations, je vois quelqu'un qui met vraiment ses hommes, qui est en train de les positionner. Je vois un peu les nominations au niveau de l'armée aussi. Je sens quand même qu'il y a une certaine mutation en leur sein. Je suis en train de voir une nouvelle classe émerger. Et des gens de confiance du chef de l'État. C'est l'impression que j'ai. Vous semblez dire que vous voyez, vous apercevez un capitaine dans le bateau. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Quelqu'un ne peut pas diriger votre pays pendant 15 ans et vous dites qu'il n'est pas capitaine? Non, je dis, vous le voyez, peut-être que c'est la première fois que vous l'apercevez, puisque certains l'ont toujours dit, et peut-être que vous n'en étiez pas convaincu. Non, je dis simplement que quand je vois la configuration et la manière dont les nominations sont faites, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire les choses d'une autre manière, même si c'est dans la continuité, et qui est en train de mettre des hommes clés à des places stratégiques et qui est en train de dérouler un programme. Parce que, après, c'est des nominations au niveau de l'armée, au
au niveau de l'état-major, la manière dont les choses sont faites, je sens quand même qu'il y a du mouvement. Alors, pour revenir donc à la déclaration de politique gouvernementale, vous étiez à l'Assemblée, le programme présenté par le Premier ministre Victoire Sidemero Tomega Dogwe. Sur la rhétorique, j'ai lu quelques articles de presse féliciter le Premier ministre pour cet exercice. Il paraît que c'était bien huilé. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la politique, qui sait comment parler et qui a fait sa déclaration de politique générale en fonction des 3 axes qu'elle a dégagés, puisque quand vous quittez le développement à la base pour devenir Premier ministre, votre discours est orienté vers la création d'emplois, vers l'inclusion. Vous avez vu que le premier axe, c'est quoi? C'est renforcer l'inclusion, renforcer l'harmonie sociale et consolider la paix. Et consolider la paix. Le second axe, c'est quoi? C'est la création d'emplois. Oui, dynamiser la création d'emplois. Voilà. Le troisième axe, c'est quoi? C'est la modernisation du Togo. Pays. Et par rapport à chaque axe, il y a un certain nombre de projets. Et quand on prend le premier axe, il y a pas mal de projets en termes d'inclusion. Il y a pas mal de projets. Quand vous prenez le second, c'est comme ça. Quand vous prenez le troisième, c'est pareil. Vous semblez bien connaître cette politique. Avez-vous participé à sa rédaction? Non, j'ai pas participé. Moi, j'ai lu. Nous avons fait quelques observations, mais nous n'avons pas souhaité gâcher la fête comme nous étions au Parlement et comme elle venait faire sa déclaration de politique générale. Je pense qu'à l'occasion du budget et un certain nombre d'exercices, et nous souhaitons que ces ministres soient prompts à nous répondre, à répondre aux parlementaires et à décrocher leur téléphone. Y avait-il matière à gâcher la fête? Non, les intentions étaient bonnes. Donc pour le moment, on se fie aux intentions. Et comme je vous l'ai dit, d'ici quelques mois, c'est les actes qu'ils vont poser. Déjà, la rentrée, ça sera un test. La rentrée, comment ça sera organisé? La rentrée, ça sera un test. Alors, on va revenir sur les 3 axes de cette déclaration de politique générale. Vous l'avez cité, le premier axe, c'est renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. On va revenir à la consolidation de la paix, mais en ce qui concerne l'inclusion et l'harmonie sociale, est-ce qu'il est bien séant de parler de renforcer l'inclusion quand elle a eu pendant une dizaine d'années la responsabilité de développer justement ce secteur en étant ministre du développement à la base? On aurait pu dire que le job avait été déjà fait, aurait dû être fait déjà, non? Vous savez, le développement, c'est un processus continuel. On ne peut pas dire on a assez fait maintenant, il faut qu'on s'arrête pour faire autre chose. Donc ça doit être graduel et continuel. Je pense qu'au niveau, quand elle était dans son ministère du développement à la base, il y a un certain nombre de projets qu'elle a lancés, des filets sociaux, qui certains ont marché, d'autres n'ont pas marché. Et je pense que c'est l'une des rares ministres qui faisait le point de ce qu'elle faisait comme action, des financements qu'elle recevait, des objectifs qu'elle voulait atteindre. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire là-bas, parce que... Oui, parce que c'est un domaine qui est quand même qui concerne la santé, l'éducation notamment. Pratiquement tous les domaines. Enseignement supérieur, santé, éducation, parce que ce que nous avons commencé par faire, les investissements que nous avons commencé par faire, il faut un plateau technique dans chaque région du Togo. L'hôpital qui doit être construit, il faut qu'on le finisse rapidement pour éviter les évacuations sanitaires, pour que nous puissions gagner. Vous parlez de l'hôpital Saint-Pélegrin? Oui, il faut qu'on le finisse rapidement. Je pense qu'il y a un des porte-parole du gouvernement qui nous a dit que ça a été bloqué par cette crise sanitaire et que bientôt les gens vont revenir pour pouvoir finir. Il nous faut un hôpital de référence. Il nous faut un hôpital de référence. C'est pas normal pour des trucs qu'on peut soigner ici, qu'on évacue des gens à Accra, qu'on évacue des gens au Maroc. C'est un manque à gagner pour notre pays. Mais Innocent Kabala, avant de dérouler peut-être ces programmes, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire une sorte d'état généraux de ces secteurs principaux, la santé et peut-être l'éducation aussi, pour comprendre pourquoi pendant tant d'années on n'a pas su déchiffrer l'énigme du sphinx et permettre à ces secteurs d'être sur de bons rails? Si je prends la santé, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été cités, des problèmes révélés, beaucoup plus encore durant cette crise de coronavirus. Avant de développer une nouvelle politique, est-ce qu'il n'était pas nécessaire de faire une forme de bilan pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché? Ou pourquoi ça n'a pas marché totalement, je dirais pour nuancer. Je dirais que pour que les gens puissent travailler ensemble, il faut qu'ils s'aiment. On ne s'aime pas assez. Et quand vous voyez l'histoire de notre pays... C'est un concept nouveau. C'est pas un concept nouveau. Dans d'autres pays, les gens ont dit j'ai hérité d'un État, je n'ai pas hérité d'une nation. Parce que quand vous dites nation, ça renvoie à autre chose. Quand vous dites on ne s'aime pas assez, ça veut dire quoi? Ça veut dire même dans le même camp, des fois, même quand on change de ministère,
les gens vous sabotent. Les gens ne veulent pas que vous réussissiez. Donc, il faut, un peu comme le Rwanda, il faut qu'on apprenne à aimer le pays. Peu importe ce qu'on reproche à ce pays, qu'on dise qu'on n'a qu'un seul pays. Et qu'on le défende, qu'on apprenne à le défendre. Et toutes les actions que nous posons, ça doit être dans le sens de la continuité. Comment faire pour que les choses avancent? Même en critiquant son adversaire, même en critiquant son collègue. Si on commence par rentrer dans cette logique, nous allons apprendre à aimer notre pays. Et toutes les actions que nous allons poser, c'est pour que ce pays émerge, que ce pays soit grand, parce que nous aurons des ambitions et nous allons nous donner les moyens de réaliser ces ambitions. Là, vous êtes en train de dire deux choses. Si on vous donne un ministère et qu'on ne vous donne pas les moyens de travailler, comment vous voulez atteindre vos objectifs? On vous dit, oui, c'est vrai, dans telle région, on vous fait... C'est pas quand on dit de faire les états généraux. On a toujours fait les états généraux. On a demandé des audits, les gens sont partis sur le terrain, on paie des experts. Mais après, comment on utilise ces documents? Est-ce qu'on n'a jamais fait les états généraux de l'éducation ou de la santé? Peut-être qu'on ne l'a pas, mais dans d'autres domaines, ça a été fait. Mais ces documents, comment est-ce qu'ils ont été exploités? Ça repose aussi la question de la gouvernance. Nous ne pouvons pas dépenser autant. Les spécialistes viennent, ils nous disent, voilà ce qu'il faut faire. On ne fait rien. On attend le prochain gouvernement. On reprend les choses à zéro. Les gens sont là, ils sont obligés de faire des choses pour justifier les salaires, mais il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas d'ambition pour le pays. Ils ne sont pas portés par quelque chose. Oui, vous avez dit deux choses. L'amour pour le pays et l'amour entre les citoyens. Alors, pour vous, pourquoi les citoyens ne s'aiment pas Non, ça c'est depuis la colonisation, parce que les Occidentaux nous ont montés les uns contre les autres, et puis après, il y a eu la décolonisation, les gens se sont battus, après un camp l'a gagné sur l'autre, avec l'influence occidentale, on a monté des gens contre leurs frères, après, est-ce que c'est pas un argument? La démocratie, c'est un argument très facile. C'est pas un argument, surtout dans les pays francophones, surtout dans les pays, ces pays anglophones ne sont pas comme mais ça. Je vous prends par exemple, surtout dans les pays, on nous a opposés les uns. Au sein de l'opposition, par exemple, quel une sorte d'opposition. Oui. Non, parce qu'il y a une sorte d'opposition, parce que vous avez vu dans l'opposition, c'est moi, tout pour moi, rien pour les autres. Les gens sont tellement égoïstes qu'ils ne pensent pas au pays. Quand vous prenez tous ces gens-là, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Ils préfèrent même dire, ils n'ont qu'à rester tant que ce n'est pas moi. Et c'est quoi la cause Mais je vous ai dit, c'est depuis la colonisation, la décolonisation. Mais la colonisation est passée depuis des années. Mais quand on oppose les ethnies, on prend quelqu'un on le laisse là-bas, on montre l'autre ethnie majoritaire. Alors que vous êtes minoritaire, vous avez dirigé le pays pendant 30 ans, 40 ans. Les autres ne sont pas d'accord, les autres sont exilés. Mais comment vous voulez construire une nation avec ça? On nous a opposés les uns contre les autres. C'est à nous de comprendre que c'est pour ça que notre discours est différent du discours de la rue. Notre discours est totalement différent. Nous pouvons les critiquer sans voir en eux des bêtes ou bien à abattre un peu. On ne veut plus, non. Ça peut vouloir dire, écoutez, on n'est pas d'accord avec vous, voilà ce que vous faites, on vous le signifie, même si c'est suffisamment grave, on peut régler nos problèmes entre nous. Mais dire, on va vous envoyer ici, on va vous tuer, c'est ce discours qui a fait que les gens sont restés dans leur coin. Les gens, certains ont conservé, les autres ont dit, tant que nous, on n'a pas le pouvoir, on ne fera rien. On est dans nos maisons, on vous critique. Donc, pendant ce temps, qui souffre? Qui souffre? Il faut qu'on se donne la main pour construire le pays. Parce que ceux qui sont parvenus à l'alternance, vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire, ce qu'Alassane Ouattara a réussi à faire de magnifique, c'est rassembler l'opposition, des gens qui ne se parlaient pas. C'est beau de voir ces images. Vous voyez? C'est beau de voir ces images. Alors qu'il y a 10 ans, c'était lui qui était dans l'opposition. Par principe, c'est pour ça que nous disons, nous, d'une certaine classe politique, d'une nouvelle génération, on dit, ceux qui sont en face ne sont pas forcément des monstres. Ils ne sont pas forcément des monstres. Quand vous êtes dans la conservation du pouvoir, quand vous prenez le pouvoir, vous avez l'armée, vous avez l'argent, vous avez la diplomatie, vous changez. Alors, si vous n'avez pas des valeurs démocratiques, vous devenez rapidement un dictateur. Vous dites beaucoup de nouvelles choses. Si je veux synthétiser ce que vous venez de dire, ça veut dire que il vous revient aussi, au sein de l'opposition, de créer les conditions... De cultiver d'abord des valeurs démocratiques. Pour pouvoir favoriser l'alternance. Ça veut dire que par votre comportement... Ces conditions ne seront créées que si nous voulons ensemble. Mais si quelqu'un dans sa chambre se dit, laisse eux là, eux ils vont faire quoi? Non, sans nous, ils ne peuvent rien. Et qui est sûr qu'il va bloquer le processus si lui n'est pas là. On peut discuter, il sait qu'il n'a pas raison. Mais comme il est le leader, il faut observer depuis les années 90. Depuis l'UFC, à l'ANC, au PNP et maintenant à la dynamique. Dès que vous dites quelque chose et celui qui se dit leader, il n'est pas d'accord, on vous vilipende. On vous attaque sur les réseaux sociaux. Sans savoir que
vous aurez besoin du soutien de celui-là s'il y a des élections pour gagner le régime. On est d'accord? On est d'accord. Mais à une élection, comment voulez-vous que ces gens-là vous soutiennent quand vous avez passé tout votre temps à les vilipender? Moi, par exemple, ma stratégie avec nos membres, on ne répond pas. Vous n'allez jamais nous voir dans les réseaux sociaux faire des vidéos ou bien nos militants faire des vidéos pour répondre aux autres. Non. Mais si vous êtes vilipendable, on peut vous vilipender. Si vous acceptez faire la politique, c'est que vous devez accepter qu'on vous traite comme un dépotoir. Si vous avez accepté faire la politique, sinon allez faire autre chose. On est d'accord? Vous ne pouvez pas être leader. Donnez quand même l'exemple. Vous ne pouvez pas être leader à chaque fois qu'il y a un petit mot sur vous ou à chaque fois que les journalistes vous attaquent. Vous montez des gens pour attaquer vos adversaires. Alors que ce ne sont même pas vos adversaires puisque vous voulez le même objectif. Alors que l'ennemi est à l'ombre. La proie est à l'ombre. Tranquille. Déroule son programme, mais vous attaquez. Est-ce que ce que vous voyez au niveau de l'opposition depuis les élections, est-ce que ça fait honneur à l'opposition? Est-ce que ça fait, nous, d'une certaine classe, d'une nouvelle génération, est-ce que vous nous voyez dans ces trucs-là? Mais est-ce qu'il ne vous revient pas, justement, c'est pas vous qui créez la discorde, en ne reconnaissant pas le leadership de ceux qui ont commencé le combat avant vous? Non, moi je reconnais et qui le se sont leadership. Investis. Moi je reconnais le leadership. Est-ce qu'il ne vous revient pas de les soutenir, on les soutient, mais il faut créer la dynamique unitaire et affronter. Il faut de l'humilité. Les gens ne sont pas humbles dans ce pays. Ils pensent que c'est eux ou c'est personne. Ils ne sont pas humbles. Dans certains pays, quand je vois des images, tu vois le gars à un certain niveau, sur le plan international, sur le plan national. Le gars, il a du patrimoine. Mais il dit, écoutez, c'est pas grave. C'est ce que vous avez dit sur moi, c'est pas grave. Il le reçoit. Il dit, mon frère, on est ensemble. C'est ça la grandeur des hommes. Si on a ce type de leader ici, on allait beaucoup avancer. Il n'y en a pas eu? On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup parce que si les gens pensent, un peu comme la Guinée, est-ce que vous n'êtes pas déçu du comportement d'Alpha Condé? Que quelqu'un vous dise que 10 ans, ce n'est pas... qu'on a hérité d'un pays en faillite et qu'on a construit que ce n'est pas suffisant. Et s'il lui arrivait quelque chose, on ne va pas trouver quelqu'un dans 5 ans? À 82 ans, il n'a plus forte raison. Et qu'il y ait un autre qui vous dise, parce qu'un candidat est décédé, il n'y a pas un autre candidat dans 5 ans? C'est ce que nous reprochons. C'est le même comportement que nous reprochons à nos leaders de l'opposition ici. Non seulement ils ne sont pas humbles, mais ils n'ont pas de valeur démocratique. Ils combattent, ils disent combattre la dictature, mais eux-mêmes, ils n'ont pas de valeur démocratique. C'est-à-dire? Ils sont égoïstes. Ils ne sont pas humbles. Et des fois, ils n'ont pas de vision. L'égoïsme et l'humilité, ça ne fait pas partie des vertus démocratiques. Mais si vous voulez collaborer avec les gens, si vous n'êtes pas humble, vous êtes égoïste. Et quand je dis qu'ils n'ont pas de valeur démocratique, là, ça, c'est intrinsèquement lié à eux. Mais ils n'ont pas de valeur démocratique parce que certains parmi eux, si vous êtes capable de commander des articles sur des gens, si vous êtes capable de dire, ah bon, ils ont fait ça, bon, on va les combattre. Si vous n'aimez pas la contradiction, mais comment est-ce que vous pouvez diriger le pays demain? Mais c'est des gens qui n'aiment pas la contradiction. Au niveau de l'opposition, ils n'aiment pas la contradiction. Ah bon? Oui, oui, c'est les gens de la pensée unique dans l'opposition. À partir du moment, je dis, l'UFC dans le temps, après c'est l'ANC. Dès lors que vous dites quelque chose, ils ne sont pas d'accord, vous êtes foutus. Après c'était l'ANC. Et maintenant c'est la dynamique. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Est-ce que les gens ne sont pas libres de leurs opinions? Est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment matures pour savoir ce que nous disons? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit nous imposer notre façon de parler ou d'agir? Oui, mais si vous appartenez à ce corps de l'opposition exactement, est-ce qu'il ne vous revient pas de laver le linge sale en famille? Et si vous avez des reproches... Nous lavons notre linge sale en famille. Vous allez vers eux au lieu de vous répandre sur les médias. C'est peut-être ce qui les élève. Pour le moment, moi, je n'ai jamais donné un exemple, je n'ai jamais rien dit, mais c'est des constats. Tout le monde le sait. Ce que je dis, tout le monde le sait. Mais à la veille de chaque élection, on dit on va se donner la main, il faut qu'on fasse la paix, et c'est toujours pareil. À la veille de chaque élection, c'est pareil. Après les élections, c'est des gens qui vont s'attaquer sur les réseaux sociaux. C'est ce que je dis. Pour nous, une nouvelle classe, il faut que ça cesse cette façon de faire. Et d'ailleurs, il me semble qu'on devance un peu le sujet parce que la seconde partie sera consacrée justement à cet appel des partis de l'opposition. Pour le rassemblement? Oui, de vous rassembler pour le changement. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Oui, on va y revenir, mais je voudrais que vous nous expliquiez davantage quand vous disiez que les citoyens dans les différents pays, notamment dans le vôtre, le Togo, que vous n'aimez pas le pays, vous n'avez pas l'intérêt du pays comme... On n'est pas suffisamment patriote. Quand on est patriote, on aime son pays, on vend son pays. Même s'il y a des choses, des griefs contre le pays, on vend bien son pays. On s'habille, on aime son terroir, on s'habille,
on donne du pouvoir d'achat aux artisans sur le plan local. On ne consomme pas trop étranger. On n'a pas besoin d'un mois pour consommer local. On doit le faire tous les jours. On n'a pas besoin d'un mois. On peut décréter dans les associations, c'est comme ça qu'on s'habille. Est-ce que ce manque d'amour n'est pas lié au déchirement politique? Justement, c'est ce que j'ai dit. Ça date de la colonisation, de la décolonisation, de la dictature où les gens ont appris à les mentir pour avoir des intérêts au niveau des régimes qui étaient forts. Après, la démocratie est arrivée. Après, c'est tel leader ou tel leader. Après, le camp d'en face aussi, ils sont dans la conservation du pouvoir. Ce qui fait que les gens qui veulent émerger sont obligés de faire la délation. C'est les intérêts personnels. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous aimer. Et au niveau de l'opposition, c'est moi, soit c'est personne. Jusqu'au moment où on se rend compte que ça ne va pas, on cherche le soutien des autres. Les autres ne veulent pas vous donner le soutien parce que 5 ans auparavant, vous nous avez insultés, vous nous avez filipendés. Les gens ne s'aiment pas. Vous allez voir dans certains pays, le leader de l'opposition, il a une entreprise, il recrute des gens, il aime son pays. Quand il faut négocier, il appelle, il dit non, ça vous n'êtes pas, ça vous ne pouvez pas continuer à le faire. Ça, nous avons des traités sur le plan européen, il faut que vous puissiez respecter. Et on les écoute. Mais quand vous passez tout votre temps, même s'il y a des choses que vous reprochez, à vilipender votre pays à l'extérieur, mais qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Vous allez hériter d'un pays moi, je veux hériter d'un pays prospère d'ici 5-10 ans. Donc c'est pour ça que je parle bien de mon pays. Je veux que les choses avancent. Quand il y a des choses à dire, je le dis. Par exemple, nous avons un problème qui gangrène notre pays, c'est la corruption. C'est la corruption. On ne peut pas continuer comme ça et émerger, c'est impossible. On peut changer les ministres, les premiers ministres, ça ne va jamais changer. Quand vous allez pour travailler pour l'État, acceptez d'être pauvre. Sinon, allez créer votre entreprise. Comment quelqu'un qui gagne 200, 300 000, il a 4-5 maisons, on ne sait pas ce qu'il vend. Il a des comptes en Europe. Il a trouvé l'argent là où? Alors que les entreprises sont en train de saigner, il y a la pression fiscale, mais lui, il a trouvé l'argent où? Lui, il a trouvé l'argent pour vivre comme ça. Ouais, peut-être qu'il faut aller chercher. Le dire comme ça. C'est pas à moi aussi, de chercher, mais il y a eu des c'est une scandales forme dans ce pays. de stigmatisation. Non, quand il y a de l'impunité, c'est normal que les gens puissent continuer comme ça. Il y a de l'impunité. Il faut qu'on puisse sévir à un certain moment. Qu'on puisse dire ça suffit. Moi, je l'avais dit avant la campagne présidentielle. C'est ça qui va changer dans ce mandat avec la déclaration des biens au niveau de tout ce qui est les officiels. Les ministres. Les ministres et tout le monde, tous ceux qui sont assujettis à cette déclaration. Mais après, il va falloir punir les gens si les gens volent. Il faut punir les gens. Oui, moi, je n'indexe personne, mais on ne peut pas tout le temps réformer Alpucia, tout le temps faire ci. Alors qu'il y a des cas qui sont avérés. Il y a des cas qui sont avérés. Il vous revient, vous, en tant que... Nous, on dénonce. Et puis, contrairement à ce que vous pensez, même il y a des députés de UNIR, même qui, en pleine séance, dénoncent des malversations dans leur région. Au niveau de ce Parlement, contrairement à ce que les gens pensent, quand vous venez suivre nos plénières. Mais il y a des députés de UNIR qui dénoncent. Parce qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas nous demander de faire des efforts. Alors qu'il y a des gens, quand on les nomme, en 5 ans, ils deviennent milliardaires. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? On peut faire ses affaires, peut-être là, il faut aller creuser. Mais vous êtes fonctionnaire de l'État et puis vous faites des affaires, mais... Auditer... Mais pourquoi est-ce que ces gens-là ne faisaient pas des affaires avant d'être nommés? Mais pourquoi est-ce qu'ils ne faisaient pas des affaires avant d'être nommés? Subitement, ils sont devenus milliardaires? Non, mais ce n'est pas cet exemple que nous voulons donner à la jeunesse. L'exemple que nous voulons donner à la jeunesse, c'est ceux qui créent les startups. Les jeunes que nous voyons dans les cyber. 3-4 ans, il a eu un financement du MIFA. Il a eu tel financement. Il est devenu millionnaire. L'État l'a soutenu pour avoir des marchés à l'extérieur. Il est devenu milliardaire. Voilà l'exemple que nous voulons donner. Pas des gens qui volent le pays. Oui, mais en tant que député, quand vous avez un discours comme ça, est-ce que c'est pas décourageant? Il ne vous revient pas de documenter ce genre de choses et il y a des institutions. Non, mais il y a des institutions, il faut qu'elles fonctionnent. Ce n'est pas notre travail, ça. Nous, on peut dénoncer, mais il y a des cas. Moi, je ne suis pas juriste. Il y a des spécialistes qu'on a nommés, ils n'ont qu'à faire leur travail. Et il revient aussi à ceux qui dirigent de dire non, ça suffit. Jusqu'à une certaine période, on a toléré des agissements, on a toléré un certain nombre de choses, mais à partir de maintenant, ça suffit. Arrêtez ça. Oui, au niveau de la gestion du patrimoine des biens, vous savez, nous pouvons faire des économies. Nous pouvons faire des économies dans l'ordre même de 50 à 100 milliards. Si on gère bien nos ressources. S'il n'y a pas des gens qui sont dans telle administration, ils ont des indemnités ici, ils sont nommés tels, ils ont aussi des indemnités là-bas. Non. Dans un pays que je ne vais pas vous citer, vous décidez. Si vous êtes à l'université, on vous nomme. Soit vous gardez votre titre d'université avec les avantages, mais vous venez travailler au ministère, voilà, on ne vous donne rien là-bas. Ou soit vous allez au ministère, on vous traite comme un cadre de la fonction publique. Dans d'autres administrations. Vous ne pouvez pas faire partie de 3, 4, 5, 6 conseils d'administration. Non. Il y a d'autres aussi qui prétendent.
Si on met tout ça là ensemble, vous êtes maire, vous cumulez avec ci, vous êtes ci, vous bouffez ici, vous bouffez là. Non. Si on essaie de rationaliser, il n'y a pas de cumul. On essaie au niveau de chaque administration de voir l'efficacité, l'efficience, juste ce qu'il faut. Pas acheter des choses qu'on n'utilise pas. Au niveau des déplacements, le minimum. Nous n'allons pas nous comparer à des pays qui ont plus de ressources que nous. On fait des réservations, on essaie au niveau des déplacements de faire juste le minimum, pas des déplacements qui ne nous apportent rien. Si on fait tout ça là, on aura de l'argent pour financer. Faut-il mettre en place un manuel de procédure spécifique pour l'État pour résoudre ce genre de problème? Il faut mettre en place un manuel de procédure, même une charte, pour primer ceux qui font bien. Il y a des gens qui font bien dans les ministères, mais ils sont toujours sur leur moto. Vous pensez que ça motive? Parce que ces gens-là, ils ne sont pas à des postes où ils peuvent voler. Ça ne motive pas. Et ça ne vous encourage pas à faire. Quand vous venez dans votre bureau, vous regardez juste l'heure pour rentrer chez vous à la maison. Oui, peut-être il y a des formes de promotion, hein, parce que vous avez vu certaines... La forme de pollution, c'est le militantisme pour vous nommer, c'est ça? Oui, mais il y a certains qui font... Non. Peut-être bien, on a dit dans la presse abondamment, on les a nommés ministres. Non, c'est même pas de ça que je parle. Oui. Vous pouvez être dans un ministère, être le planton, mais chaque année, on dit vous êtes le meilleur fonctionnaire. Vous êtes le meilleur agent. On vous paye un billet. Vous n'avez jamais découvert Dubaï, mais vous allez à Dubaï. Toute votre vie, vous ne rêvez que de ça. Ça motive. Je ne parle même pas de l'argent. Je suis arrivé à un constat, là où je suis déjà du haut de mes 40 ans, l'argent n'a plus de valeur pour moi. Je veux laisser quelque chose quand je ne serai pas là. Qu'on parle de moi en disant... Vous en avez beaucoup alors? Non. Non. Oui, mais quand l'argent n'a plus de valeur pour vous, ça veut dire que... Non, on en a besoin. Vous en avez assez. Non, on en a besoin. Non, c'est pour blaguer. Non, on en a besoin. Mais si tout le temps, votre premier objectif, c'est gagner, après vous perdez des valeurs. Vous perdez des valeurs. Je suis arrivé à un constat, il faut tendre vers la qualité. Hein? Il faut aimer son prochain. Il faut être utile à sa société. Pas s'enrichir, pas être méchant. Parce que quand vous volez l'État, vous êtes méchant. Quand vous volez même l'État, vous êtes méchant. Parce que l'argent que vous volez là, on peut prendre ça pour faire des puits. Oui, pour terminer, puisque nous sommes pratiquement à la fin de la première partie, comment on peut rompre cette chaîne? Parce que ce que vous dites est quand même intéressant. Quand je vois la déclaration de la politique générale, ce sont de très bonnes intentions, mais ils ne pourront pas réaliser sans combattre sérieusement la corruption. C'est impossible. Je pense qu'un des porte-parole l'a dit sur votre plateau. Par où commencer? Il faut qu'on soit sérieux, qu'on explique aux gens, si vous allez dans l'administration, acceptez d'être pauvre. Mais vous allez marquer votre empreinte, vous allez laisser un État moderne, vous allez laisser un État structuré, avec des projets structurants, avec des objectifs à atteindre, avec la félicitation de la communauté internationale. C'est ce que vous allez nous laisser. Quand il y a des rapports, on dit voilà, tel ministère, le Togo a obtenu tant. C'est ce que vous gagnez. Et lutter contre l'impunité. Lutter contre l'impunité, parce que quand il y a les cas, il faut les punir. Mais quand on ne punit pas les gens, quand quelqu'un, il est nommé à une fonction, il est devenu milliardaire, il construit une maison dans son village, il construit 2-3 maisons ici, il a une maison à Dubaï, il a une maison en France, et que personne ne dit rien, et il est félicité, et c'est lui le patron du village, c'est lui le patron du canton. Est-ce que vous pensez que c'est un exemple? Est-ce que ça n'a pas commencé avec l'audit, par exemple, qui a été lancé dans l'affaire Adjakli? Je n'en sais rien. Pour ne parler que de ça. C'est leur devoir de faire ça. C'est pour ça nous... Pour voir ce qui s'est passé exactement. Oui. Au terme de l'enquête, parce qu'il faut pas... nous on va commenter au terme de l'enquête. Mais je ne peux pas commenter avant une enquête professionnelle qui nous dit voilà ce qui s'est passé. Maintenant, s'il y a des résultats, nous allons les commenter. Mais tout ce que nous voulons, il y a 3 choses. Première chose, il faut que quelqu'un qui travaille pour l'État sache qu'il travaille pour tout le monde et qu'il ne peut pas s'enrichir. S'il veut s'enrichir, il va dans le privé. Deuxième chose, il y a des cas avérés de corruption, il faut les punir. Troisième chose, il faut apprendre aux gens qui n'ont pas besoin de s'enrichir. Parce que, attends, quand vous voyez le plus grand milliardaire, vous voyez la manière dont il est enterré et vous voyez votre gardien qui est décédé, qui est enterré, c'est quoi la différence? Ouais, la culture de certaines valeurs intrinsèques à l'être humain. On va marquer une pause. Le pays d'abord, le pays d'abord. Le pays avant tout. On va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. On revient dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de Niveau de Forum.